Roman Ossen-Konsgri, qui travaille au Health Data Hub et qui va nous parler de partage de données de santé, l'expérience du Health Data Hub en imagerie. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis chirurgien maxillofacial à Necker et je travaille aussi en partie au Health Data Hub, en fait une demi-journée par semaine, depuis maintenant 2 ans, en tant que directeur médical de cette structure publique qui a été créée en 2019 pour favoriser l'utilisation secondaire des données de santé. De manière très schématique, il y a les données de santé primaires, donc comme par exemple mon espace santé ou le dossier du patient, et puis il y a l'utilisation secondaire des données de santé qui représente aussi un vaste champ d'aide à la recherche, au développement. Et le Health Data Hub a été créé il y a maintenant quelques années, en 2019, pour encourager et pour créer en fait le cadre institutionnel pour permettre la réutilisation des données de santé. Et je vais essayer de vous montrer qu'on a quand même en France un patrimoine de données qui est unique, qui est très riche et qui est sous-utilisé. Et donc ce service public a été créé pour favoriser l'utilisation de ces données. Alors, oups, il revient en arrière. Voilà. Donc ce projet a été lancé en 2019 suite au rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle. C'est un rapport très général, mais qui a quand même soulevé quelques manques institutionnels, et notamment le manque d'un service qui coordonnerait les initiatives visant à soutenir la réutilisation des données de santé. Donc c'est là où le Health Data Hub a été créé. Et il a été créé sur la base de 3 piliers, en fait 3 concepts qui ont été beaucoup discutés depuis sa création, mais moi qui me semblent être des concepts quand même assez solides et assez proches de nos préoccupations cliniques. Le premier concept, c'était l'idée d'avoir un lieu identifiable où les soignants, les porteurs de projets, les industriels auxquels les industriels ou les soignants peuvent s'adresser pour construire un projet. Donc une sorte de guichet unique, si vous voulez, bien identifié, avec des interlocuteurs aussi avec lesquels ils peuvent dialoguer pour construire leur projet, franchir les différentes étapes qu'on va voir pour arriver à l'accès aux données. Ce guichet unique, la mission de ce guichet unique, donc qui est le Health Data Hub, c'est pas une mission de recherche. Donc on n'a pas la mission de travailler sur les données. Nous, notre mission, c'est de favoriser l'accès. Donc on peut éventuellement faire un peu de recherche pour construire des outils de minage de base, des outils de saisie, mais certainement pas l'analyse elle-même des données. Pour ça, il y a des institutions de recherche et des gens beaucoup plus qualifiés que nous. Donc nous, on est là pour garantir l'accès. Après, derrière ce guichet, l'autre pilier du Health Data Hub, tel qu'il a été défini dès son lancement en 2019, c'est d'avoir une plateforme. Donc cette plateforme, c'est un espace de travail qui est sécurisé à l'état de l'art, qui permet d'y mettre de grandes quantités de données et de travailler sur ces données. Et cette plateforme apporte quelques nouveautés. Par exemple, on va parler après du SNDS, qui est le Système national des données de santé. Aujourd'hui, si vous voulez travailler avec la Caisse nationale d'assurance maladie sur le SNDS et que vous avez développé un algorithme un peu innovant de minage du SNDS, c'est difficile, sinon impossible, de l'utiliser sur le portail de la CNAM pour des raisons de sécurité. Nous, notre portail permet par exemple de construire de nouveaux outils d'exploration de données et de les utiliser sur ces données sensibles parce que c'est une plateforme sécurisée. Et enfin, le troisième pilier de ce Health Data Hub, c'est le catalogue. Donc ça, c'est un sujet qui a déclenché pas mal de discussions au moment de la création du hub. Il y aura aussi des données dans le hub. Donc c'est pas juste une plateforme sur laquelle on vient travailler. Cette plateforme va contenir des données. Et ces données, elles sont loin d'être exhaustives. C'est pas du tout une initiative de centralisation des données de santé en France. Ce serait inopérant et inimaginable. Par contre, il y a chaque année, une série de bases sont sélectionnées qui sont particulièrement pertinentes sur le plan scientifique, qu'il est possible de pseudonymiser pour pouvoir mettre sur cette plateforme. On travaille sur ces bases, on les met sur la plateforme du hub et elles sont prêtes à être chaînées entre elles et à être chaînées avec le SNDS. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir un patrimoine de données interne. Par exemple, une copie de la BNDMR. Par exemple, des parties significatives de certaines grandes cohortes nationales bien connues, dont on peut mettre une partie sur le hub. Par exemple, la liste des maladies à déclaration obligatoire. Ce genre de choses est mis sur la plateforme du hub et le travail en amont est fait pour que l'accès soit facilité.
Le contexte général où le hub a été créé, il correspond à la fois à une multiplication des demandes et des besoins d'accès aux données en France et aussi en Europe. Alors juste en 2 mots, en France, il y a une augmentation importante des demandes d'accès au SNDS, qui est cette fameuse base dont on va parler après. Et donc les organismes qui analysent les dossiers et la Caisse nationale d'assurance maladie qui gère les demandes sont un peu débordés par la multiplication de ces demandes. Donc le hub vient en renfort pour tenter de répondre à cette augmentation de la demande. Et en Europe, il y a en ce moment une initiative de création d'un espace européen des données de santé. On ne va pas rentrer dans les détails là, mais on pourra le voir au moment des questions si ça vous intéresse. Le hub a remporté un appel à projet pour structurer cet espace européen des données de santé. Donc il va y avoir un peu l'équivalent des 3 piliers dont je vous ai parlé, mais au niveau européen. Donc on aura une plateforme où on pourra partager des données entre une équipe portugaise, une équipe finlandaise et une équipe lituanienne sur un espace sécurisé, un peu selon l'architecture du hub. Et donc c'est notre structure qui a remporté l'appel d'offres pour, bien sûr, en fédérant un consortium européen, mais qui est le lead pour structurer cette plateforme. Donc il y a des initiatives à la fois, enfin des demandes, augmentation de demandes à la fois en France, et puis un mouvement européen aussi vers la favorisation de la réutilisation des données de santé. La réutilisation de ces données de santé, ça répond à un besoin. Bon, ça, je pense que devant une audience de soignants, c'est pas tellement nécessaire d'insister dessus, mais on a besoin des données de santé, de la réutilisation des données de santé, à la fois pour répondre à des questions cliniques, à la fois pour répondre à des questions de recherche, mais aussi pour répondre à des questions de gouvernance et de gestion de politiques de santé au niveau territorial, dans les établissements. Donc c'est une utilisation qui est à différents niveaux, et aussi en parallèle, il y a l'utilisation industrielle de ces données qui peut aboutir, selon les modèles économiques, à des rentrées d'argent pour le système public. Donc il y a des utilisations multiples des données de santé, et il ne faut pas voir le hub comme un instrument haute technologie avec uniquement des projets, avec des outils d'intelligence artificielle de haut niveau. C'est un outil d'utilisation courante aussi, qui peut aider à sortir des indicateurs qui peuvent, par exemple, orienter des choix de santé publique ou des orientations dans la politique sanitaire. Donc la réutilisation des données de santé, c'est quelque chose qui intervient à tous les niveaux du travail des soignants, du niveau administratif et politique jusqu'aux soins du patient, en passant par la recherche et la valorisation. Ce patrimoine de données de santé en France, il est malheureusement encore relativement inexploité. On a plusieurs grands blocs de données. On va tout à l'heure parler de ce fameux SNDS, qui est le Système national des données de santé, qui sont les données de la Sécu, en fait. Mais on a aussi les données des entrepôts de données de santé des hôpitaux, qui sont un patrimoine d'une très grande richesse. On a les données de multiples registres, les données des cohortes. Donc c'est un patrimoine qui a pour caractéristique d'être très important sur le plan scientifique, très volumineux, mais aussi très dispersé, avec des gouvernances souvent multiples, des voies d'accès parfois obscures pour les soignants, et des peu de perspectives d'interopérabilité. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été réfléchies en parallèle, et elles n'ont pas été construites avec la vision de les faire travailler entre elles. Donc tout ça, ça fait partie de la mission du hub, de construire l'avenir du partage de ces données en anticipant l'interopérabilité, tout en soutenant les initiatives existantes, mais en contribuant à leur partage et à leur collaboration. Et cette démarche d'accélérer la réutilisation des données de santé, je vous ai parlé de l'espace européen des données de santé, mais c'est une démarche qui est globale, en fait. Il y a beaucoup de pays qui se sont lancés dedans. Nous, on a la chance d'avoir un patrimoine exceptionnel en France, et c'est pas, pour une fois, c'est pas quelque chose qu'on répète et qu'on dit la France est meilleure que les autres. On a vraiment, le SNDS n'existe quasiment nulle part ailleurs au monde. Donc on a une base exceptionnelle. Il faut vraiment qu'on saisisse l'opportunité de construire les outils pour pouvoir l'exploiter. Ce qui est en train d'être fait dans d'autres pays comme le Royaume-Uni, Israël, la Finlande, les États-Unis, la Corée du Sud aussi. Et donc il faut le Health Data Hub peut potentiellement nous permettre de lutter contre ces temps d'accès trop longs, cette fragmentation des données et cette absence de réelle interopérabilité. La manière dont fonctionne le Health Data Hub, il y a à la fois des projets qu'on peut nous identifier comme étant prioritaires avec notre vision stratégique, et moi j'y contribue en tant que directeur médical, d'essayer d'identifier des axes qui pourraient être intéressants. Par exemple, là, on a un grand projet sur la médecine de ville.
On a identifié ça, bon, c'est pas un scoop, mais que c'est un axe fondamental pour le futur de la donnée, de la réutilisation de la donnée de santé. Et puis on essaye aussi de se calquer sur les priorités du ministère de la Santé, notamment la prévention. Donc, tout le monde sait que c'est une des priorités du ministère, mais on va construire bientôt un appel à projet orienté sur la prévention, sur les données de vie réelle. Et donc, on essaye à la fois d'être opportuniste et de faire monter des projets qui existent quand il y a une structuration, et à la fois d'anticiper avec des axes stratégiques qui correspondent aux grands axes stratégiques définis par le ministère de la Santé. Alors, je vais vous parler maintenant plus précisément de ce SNDS. Donc, le SNDS, c'est une base qui est médico-économique. C'est-à-dire que dedans, il y a les codages des actes faits au sein des établissements hospitaliers, la consommation de médicaments des Français et les causes médicales de décès. Donc il y a 3 sous-bases qui constituent ce SNDS. C'est à la fois, donc, par son contenu, le SNDS est extrêmement riche, extrêmement intéressant. On peut savoir, de Jean-Pierre Durand de Besançon, on peut savoir combien de radios de thorax il a fait, combien il a eu de coloscopie, combien il a pris d'antidépresseurs. Enfin, on peut suivre le parcours de vie et la consommation de médicaments des Français qui bénéficient du régime de sécurité sociale. Mais à la fois, il y a des lacunes. On n'a pas le compte-rendu des examens, par exemple. On a très peu d'informations sur les diagnostics des patients. Donc, il y a 2 possibilités pour exploiter cette base avec un œil de clinicien. C'est de construire des algorithmes qui font une sorte de jeu de données au sein du SNDS et qui essaient d'identifier, par exemple, des pathologies en fonction de parcours standards et tout ça. Et donc, comme ça, on peut avoir des statistiques et enrichir le SNDS, mais par un travail sur lui-même. Donc ça, c'est tout un savoir-faire. Et l'autre possibilité, c'est de chaîner cette base avec d'autres bases. Par exemple, on veut travailler sur l'insuffisance cardiaque et on va chaîner la consommation de tel type d'antihypertenseurs avec l'énorme base de cardio du CHU de Bordeaux. Et comme ça, on peut reconstituer pour tous les patients qui sont passés par le CHU toute leur consommation en médicaments de leur vie. Et ça s'appelle le chaînage. Et c'est ça qui a été au cœur de la création du Health Data Hub, c'est de favoriser ce chaînage. Et donc, la base principale, la colonne de gauche, qui est à la fois très riche, mais qui présente des limites, peut s'enrichir d'autres bases par chaînage qui lui donnent plus de pertinence clinique. Et ces bases, qu'on chaîne avec le SNDS, elles peuvent avoir plusieurs sources. La source la plus simple sur le plan technique qu'on essaie de construire, c'est notre fameux catalogue. Donc on est en train de sélectionner des bases. Donc c'est le comité stratégique du Hub, c'est indépendant de nous en fait, qui sélectionne ce qui est pertinent chaque année à rajouter à ce catalogue. Il y a une vingtaine de bases qui vont être ajoutées chaque année. Et ces bases-là, on va les travailler, c'est des mois et des mois de travail par les ingénieurs data du Hub pour que ce chaînage avec le SNDS soit facilité. Ces bases, elles seront sur notre plateforme. Et donc ce sera rapide pour un porteur de projet qui a besoin de l'information de ces bases, de venir et de construire un projet SNDS plus la base qui est déjà sur la plateforme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le SNDS élargi. C'est le SNDS historique avec les 3 bases, plus le catalogue. C'était ce qui était au cœur de la création du Hub en 2019. Mais il y a plein d'autres sources de données qui ne vont jamais rentrer dans le catalogue du Hub, mais qui peuvent être aussi très intéressantes à chaîner avec le SNDS. Et dans ce cas-là, elles peuvent venir de manière temporaire sur notre espace de travail, faire le chaînage, faire les analyses qu'il faut et après repartir. Et c'est là où on construit des partenariats avec les CHU, avec des entreprises pharmaceutiques, avec les CLCC, avec Unibase par exemple, qui est la base des CLCC avec la médecine de ville, comme vous voyez en bas à droite, d'autres hubs de données comme Green Data for Health qui contient des données environnementales. Ces données-là, elles ne vont pas venir de manière pérenne sur le hub, mais on va construire des partenariats pour des projets ciblés. Donc tout le principe, c'est de multiplier les sources de données, en copier certaines sur notre catalogue quand on trouve les accords avec les porteurs des bases, pas toujours, quand on arrive à trouver les accords, et sinon travailler avec le plus de sources de données possibles. Alors pour revenir à ce SNDS, ça c'est les 3 sous-bases dont je vous ai parlé. Donc le remboursement, le SNIRAM pour les médicaments, PMSI, bon ça vous connaissez tous, c'est les actes dans les hôpitaux, et le CEPIDC qui est issu de l'INSERM qui liste les causes médicales de décès. Et donc ces 3 bases sont comme je vous l'ai dit, à la fois d'une grande richesse, mais présentent aussi des limites inhérentes à leur nature médico-économique. Le catalogue, donc voici la première mouture du catalogue. Donc voici les bases qui vont rentrer dans la première mouture du catalogue. La plupart sont déjà prêtes en fait à être utilisées. Vous voyez qu'elles sont variées à la fois
de par leur thématique médicale, mais aussi la nature des données. Si vous regardez par exemple à droite, vous avez liste des maladies à déclaration obligatoire, donc ça c'est de la santé publique. Si vous regardez à gauche, vous avez la BNDMR, c'est des maladies rares, Hépater, c'est des maladies infectieuses, Epicov, c'est le Covid. Donc c'est à la fois des spécialités différentes et des types de données différentes. Et donc ces données-là, il va y avoir un gros travail au sein du hub pour les préparer à être chaînées préférentiellement entre elles et avec le SNDS. Donc ça fait quand même une grosse base de travail. Et l'idée, c'est d'enrichir ce catalogue chaque année d'une dizaine, d'une vingtaine de bases. Et je ne sais pas si j'ai une slide sur ça dans la suite, mais je peux vous en parler maintenant. Pour accéder à ces bases, ce n'est pas en libre accès, donc ce n'est pas de l'open data du tout. L'accès au hub, l'accès aux données du hub passe par deux portes qui sont extrêmement exigeantes. La première, c'est le CESRES, qui est un comité d'éthique, un comité scientifique qui juge de la pertinence scientifique du projet et de son caractère d'intérêt général. Et la deuxième, c'est la CNIL, qui décide si le projet est suffisamment solide sur le plan sécurité pour que les portes soient ouvertes aux porteurs de projets. Et par contre, ce qui est nouveau, ce chemin est assez standard d'un comité d'éthique et la CNIL. Ce qui est nouveau, c'est que la personne qui apporte le projet au hub peut être un chercheur de l'INSERM, peut être un soignant, mais peut aussi être un industriel. Donc ça peut être Big Pharma qui vient et qui veut accéder aux données du SNDS. Et le CESRES, qui est indépendant de nous, est libre de juger si le projet porté par l'industrie pharmaceutique est d'intérêt général ou pas. Et il peut décider qu'un projet entièrement privé est complètement d'intérêt général et donner accès aux données du SNDS ou aux données du catalogue à une entreprise privée, même si ça a pour conséquence l'amélioration d'un algorithme d'IA ou le développement d'une offre commerciale. Ça, c'est le CESRES qui juge du dossier. Et après, on peut construire un partenariat. Il n'y a pas de doctrine sur ça. On peut construire un partenariat avec le partenaire privé et définir la compensation qui nous semble la plus juste pour sous-tendre le partage des données. Mais la porte, il n'y a pas de sélection de la nature du porteur de projet. Donc si on revient sur on a parlé de la base, la plateforme technologique, j'en ai parlé un peu au début, c'est une plateforme qui est à la fois à l'état de l'art en termes de capacité de stockage et aussi en termes de capacité de calcul. Donc et pour nous, le plus intéressant, c'est qu'on peut mettre beaucoup de données dessus, et contrairement aux autres plateformes actuellement disponibles qui mettent le SNDS à disposition, on peut développer des outils et les utiliser sur les données du SNDS. Récemment, on a lancé un appel d'offres qui s'appelle BOAS, qui vise à définir des algorithmes d'exploration du SNDS. On en est déjà à la deuxième vague, et il y a des algorithmes sur plein de sujets différents, rechercher les cas de maltraitance, identifier certains types de maladies cardiovasculaires. Ces algorithmes qui explorent le SNDS et en font ressortir des données peuvent être utilisés sur l'espace du hub, sur des fragments du SNDS qui sont copiés sur notre base. Donc c'est un outil de travail qui est très intéressant sur le plan clinique, et l'ensemble des données qui sont sur cette base sont pseudonymisées ou anonymisées. Donc ça, c'est les détails de la plateforme technologique. On ne va pas revenir dessus, mais vous voyez qu'il y a plusieurs outils. Vous voyez en bas une liste d'outils dont on dispose. Il y a plusieurs langages de base. Il y a des outils de visualisation, des outils de stockage, des outils dédiés à l'annotation des données, et ça s'enrichit régulièrement. On a une direction scientifique qui réfléchit à l'enrichissement des outils de notre plateforme. Schématiquement, le hub est composé d'une direction générale qui est incarnée par Stéphanie Combe, qui vient du monde de la santé, de la donnée publique. Et il y a trois directions. Donc, il y a une direction médicale dont je m'occupe, une direction scientifique qui justement s'occupe de la plateforme et des liens plutôt avec les startups, et une direction citoyenne qui s'occupe des liens avec la population générale et les associations de patients. Donc la direction scientifique continue de structurer cet espace de travail. Alors, je vais vous parler de deux dernières choses rapidement. C'est deux actions qu'on a menées récemment, enfin dans les 2 dernières années au Hub. Le premier, c'est le partenariat avec les établissements de santé, et ensuite, c'est les Data Challenge. Donc, je vous avais dit au début qu'un des gros blocs de données en France, une des sources les plus riches de données, c'est les entrepôts de données de santé hospitaliers. À la PHP, on connaît bien notre EDS, qui est une source assez exceptionnelle de données, mais d'autres CHU ont des EDS,
Des grands groupes de cliniques aussi ont des EDS. Par exemple, Ramsay est en train de construire un EDS. Et les EDS, c'est quelque chose qui est assez hétérogène, en fait. C'est une définition assez floue. Un EDS, ça peut avoir des contenus différents. Il peut avoir des images, pas d'images. Il peut avoir plusieurs spécialités. Ça peut être orienté cancérologie. Enfin, ça dépend de l'ambiance où l'EDS a été créé. Ça dépend aussi beaucoup de qui a porté le projet. Ça peut avoir été porté par des pharmaciens, par des administratifs. Ça peut être utilisé principalement à des fins de gouvernance ou à des fins de recherche. Donc les EDS sont hétérogènes et ils ont souvent été construits à la fois sans perspective d'interopérabilité et puis sans vraiment plan de survie pérenne. Ils n'ont pas vraiment de modèle économique. Et donc, ce qu'on a fait au Hub, c'est qu'on a fait le constat de l'importance des entrepôts de données de santé. Bon, ça, c'était un peu une évidence. On a fait le constat du danger dans lequel étaient ces entrepôts, parce qu'il n'y avait pas de modèle économique, et c'était très difficile d'en construire un. Et donc, on a beaucoup travaillé avec beaucoup d'autres partenaires ministériels pour plaider la cause des entrepôts. Et récemment, il y a un financement assez conséquent qui a été ouvert de 50 millions d'euros et dont les lauréats ont été désignés lundi, là, de soutien à 10 projets d'entrepôts de données. Donc, on est passé à quelque chose d'assez timide il y a 2 ans, de 3 millions d'euros, qui était vraiment une injection symbolique dans le système qui aurait servi à rien, à quelque chose quand même de plus solide, de 50 millions, qui est un début, avec 10 projets qui vont être soit des projets de création d'entrepôts, soit des projets de soutien d'entrepôts. Par exemple, la PHP a été un des lauréats de l'appel à projet qui a été annoncé lundi dernier. Et donc, ça, c'est une de nos réussites de ces dernières années, c'est de mettre le doigt sur l'importance de ces entrepôts et d'avoir l'action politique qui a permis de les soutenir. Et donc, pour faire ça, on a construit des cas d'usage. Donc, on a sélectionné quelques établissements, on a choisi des thématiques qui nous semblaient pertinentes sur le plan clinique, et on a fait travailler ces établissements avec quelques autres établissements. On a construit des petits clusters d'établissements où on a expérimenté le partage des données à partir de ce qu'ils avaient comme structure existante d'entrepôt. Ça, c'était il y a 2 ans. Et sur la base de ces cas d'usage, on a construit une sorte de doctrine de ce que devrait être un entrepôt, de la manière de construire sa gouvernance et de la manière d'anticiper son interopérabilité. Et c'est avec cette base de travail qu'on est allé plaider la cause des entrepôts qui ont abouti à la barre que vous voyez en dessous et qui est ce budget de 50 millions d'euros pour les accompagner et qui, j'espère, n'est qu'un début. Parce que si on revient à l'histoire du modèle économique, à mon sens, les entrepôts, c'est un bien public et je ne pense pas que les initiatives de modèles économiques locaux soient une bonne chose. Le fait d'essayer de construire un système de gagner de l'argent avec les entrepôts dans chaque CHU, je ne suis pas sûr que ce soit une chose qui va fonctionner partout. Donc l'idéal, ce serait que il y ait un soutien de l'État pour ces entrepôts et que ce soit considéré, tout comme le SNDS, comme un bien public qu'il faut soutenir. En tout cas, aujourd'hui, avec ces 50 millions, c'est déjà un bon début. Et ça va permettre de soutenir 10 projets. Donc voilà le résultat de notre doctrine sur la construction des entrepôts. Vous voyez les étapes, ça va vraiment du tout début du cadrage jusqu'à le partage d'une partie de ces données avec notre plateforme du HDH. Pour finir, nous avons aussi mené des initiatives de Data Challenge. Ça peut paraître un peu anecdotique, mais les Data Challenge, c'est des compétitions sur des données libres, complètement libres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec la BPI, on a obtenu des financements pour soutenir la première année 1 lauréat, la deuxième année 6 lauréats, et la troisième année, encore avec des financements augmentés, une autre série de lauréats, pour que des sociétés savantes puissent construire un projet de compétition autour des données. Et l'idée derrière ça, c'était de cibler des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des données, de leur donner une base quand même financière confortable, c'est à peu près 200 000 euros par projet, ce qui leur permet d'anonymiser un jeu de données, mais aussi, nous, ce qu'on cherche derrière, c'est de créer un cercle vertueux et d'initier le travail sur les données au sein de la société savante et d'entraîner une collaboration à long terme avec chacune de ces sociétés savantes. On a commencé avec les anapates au début, donc ça c'était quand même une profession qui est très sensibilisée au travail sur les données. Mais l'année suivante, si vous regardez la liste, il y a des professions qui sont moins naturellement sensibilisées au travail, aux travaux type Data Challenge. Par exemple, le Centre Maladies Rares Dentaires de Strasbourg,
qui nous a soumis un data challenge pour reconnaître la couleur de l'émail, enfin les anomalies de l'émail par la couleur sur photo, par exemple. Donc on a une grande variété de projets en cours. Et puis 2023 va être l'occasion du 3e appel à projet. Et ces données auront un statut spécial parce qu'elles sont pour le coup complètement anonymisées, donc elles ne sont pas soumises au RGPD, à rien. Donc elles seront en libre accès complet. Donc elles feront partie de notre catalogue, mais un peu à côté. Et elles ne seront pas soumises au chemin d'accès CNIL et SSRS. Elles seront entièrement en libre accès une fois que le challenge sera terminé. Voilà, merci pour votre attention. Alors, je voulais surtout te remercier, en fait. Parce que Roman, il travaille à l'assistance publique, il travaille à Necker. Tout ça, il le fait sur son temps libre, si j'ose dire. Et si des gens comme lui n'étaient pas là, je peux vous dire que l'État français irait moins bien, parce que le Health Data Hub, ça fait vraiment partie des outils fantastiques qu'on n'utilise pas assez. Les entrepôts de données de santé français, là, qui sont passés... initialement, ce qui était prévu, c'était 10 millions d'euros. On est passé à 80 millions d'euros parce que, justement, France 2030 a poussé pour qu'on puisse avoir ça. Et il faut vraiment qu'on y arrive. Donc, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, derrière, disons, le dysfonctionnement du Health Data Hub, il y avait le fait que les entrepôts de données de santé n'étaient pas suffisamment puissants et qu'on n'allait pas envoyer des tableurs Excel au Health Data Hub. Donc, on avait besoin de muscler nos EDS. La question, c'est que maintenant que les EDS existent et maintenant que ça va marcher, quel est le point de blocage dont on entend toujours parler, c'est-à-dire le problème qu'il y a derrière, qui est un problème politique, à savoir l'histoire du Azure versus Google versus OVH, etc. etc. Est-ce que le Health Data Hub va pouvoir continuer à se développer sans qu'on ait réglé ce problème de cloud souverain? Alors ça, c'est vraiment un problème épineux. Donc l'hébergement du hub se fait par Microsoft Azure, qui n'est pas une entreprise française, donc, mais les données sont en France. Donc ça a soulevé une levée de bouclier quand le hub a été créé, en disant on va mettre les données du SNDS sur un cloud qui n'est pas français. Alors c'est un problème qui, certes, soulève des questions juridiques qui sont réelles, c'est-à-dire il n'y a pas 100% de sécurité de mettre des données françaises sur un cloud qui n'est pas français, c'est sûr, mais c'est une balance bénéfice-risque qui est très largement en faveur de l'utilisation de ce cloud Azure. En termes de sécurité, par exemple, contre le piratage, c'est très largement supérieur à ce qui existe aujourd'hui, malheureusement, dans l'hébergement de la plupart des entrepôts de données actuels, même celui de la PHP. Donc, en termes de protection contre le piratage, c'est très solide. En termes de pseudonymisation, de vitesse de travail, c'est aussi très solide. Mais c'est sûr qu'il existe un cadre juridique américain qui permet théoriquement, c'est vraiment très théorique, d'accéder à ces données s'il y a une procédure juridique sur le territoire américain. Mais il faut savoir que c'est des données cryptées, pseudonymisées. Donc, que va faire un juge théoriquement américain avec un fragment crypté du SNDS? Donc ça, il faudrait qu'ils mettent une équipe du MIT pendant 3 ans dessus à plein temps pour arriver à en tirer quelque chose, quoi. Donc c'est vrai que c'est possible, mais la balance bénéfice-risque est largement en faveur de l'utilisation du hub. C'est un parti pris qu'on peut regretter. On a tout à fait le droit d'être souverainiste et de penser qu'il faut un cloud souverain français. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc on a fait une étude de marché quand même assez solide au début de la création du hub. C'était avant que je prenne mon poste. Et cette étude de marché est maintenue à jour. La dernière version date de la fin de janvier, je crois, de 2023. Et il n'y a pas aujourd'hui d'offres qui puissent concurrencer, enfin d'offres souveraines qui puissent concurrencer l'offre d'Azure. Donc l'idée est, pour ajouter un point, on passe quand même, on dédie une bonne partie de notre temps de travail à préparer la migration. Donc tout est prêt en termes de passage d'un cloud à l'autre. Donc le jour où il y aura une offre qui va nous garantir la sécurité suffisante et le volume de traitement de données suffisant, on pourra migrer dessus. Mais elle n'existe pas pour l'instant. Et pour avoir un cloud souverain, il faudrait investir des milliards d'euros et faire un plan européen comme le nucléaire ou comme au niveau de l'armement pour construire ce cloud, pour concurrencer AWS ou Azure. Donc voilà, on peut regretter, mais bon, la situation est là, quoi. Il faut quand même travailler. Mais donc on l'aura quand alors? On l'aura pas. En fait, le sujet, parce que c'est un problème politique. Non, mais c'est parce que tout ce qu'on vient de voir là, la NAPAT numérique, la cytométrie, tout ça là. Non, ce sujet-là,
tout ça, ça ne sert à rien si on n'a pas réglé au niveau de l'État français ce problème de cloud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cloud souverain, ça n'existe pas. Donc, il y a deux trucs qui font la compétition. D'un côté, tu as Azure avec Microsoft et Orange. De l'autre côté, tu as Thales et Google. Et tu as des acteurs français qui essayent de se développer autour de ça, mais ils ont un retard absolument colossal. C'est un peu comme si tu voulais changer Microsoft. Tu vois, on n'y arrivera pas. On a déjà perdu ce truc. Donc, je pense que c'est aux docteurs de dire bon, maintenant, il faut arrêter les conneries. On a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Et donc, il faut qu'on dise on définit ce que c'est qu'une donnée anonyme une bonne fois pour toutes. Et puis, ces données anonymes, on les fait partir sur le cloud. Je sais que tu étais là au moment de la CNIL. Il y a la CNIL qui a organisé un truc sur les datas sensibles. Je veux dire, c'est vraiment ça. Donc, tout ça, c'est très bien. Tout ce qu'on a vu, cette science est formidable. Mais si elle n'est pas sous-tendue par les problèmes d'infrastructure, elle ne mènera à rien. Mais ce que je peux rajouter à ça, pour vous souligner à quel point c'est un problème politique, il y a beaucoup de projets qui ont été menés au Hub qui ont consisté à faire migrer quasiment la totalité du SNDS sur notre espace de travail déjà plusieurs fois. Donc il est déjà venu. En fait, ce qui bloque aujourd'hui, pour être tout à fait clair, c'est la copie permanente du SNDS sur notre plateforme. Ça, pour l'instant, on n'a pas le droit de le faire. Donc ça bloque une partie, même le cœur de notre travail. Ouais. Donc tant qu'on n'aura pas cette copie de la base de la Sécu sur notre espace de travail, il y a plein de choses qu'on ne pourra pas faire. Mais on a déjà fait beaucoup de projets où on a eu quand même une bonne partie du SNDS qui a transité et ça n'a pas vraiment posé de problème à la CNIL. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui, c'est que ces autorités réglementaires s'affichent en disant qu'ils ont accepté de faire migrer l'ensemble de la base sur un cloud qui est étiqueté comme non souverain. C'est à tel point un problème politique que même au niveau ministériel aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir à la balance de savoir est-ce qu'on va aller vers un échec d'un grand projet présidentiel comme le LDATA pour des raisons politiques ou est-ce qu'on va trouver une sorte d'arrangement pour quand même permettre de mettre cette copie sans vraiment trop afficher qu'on l'a mise. Donc on en est arrivé. Donc c'est vraiment pas un problème de conceptuel. Voilà. Maxime, Nikos, et on arrête. Merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment extrêmement stimulant. Alors moi, j'ai pas d'expérience, moi je suis radiologue, je n'ai pas d'expérience avec le Health Data Hub, j'en ai avec l'EDS. Je ne sais pas si c'est spécifique à l'imagerie, mais on va dire voilà, ça marche pas du tout. À tel point, vous savez que je suis engagé dans plusieurs collaborations avec des industriels, des gros industriels qui mettent comme condition à la collaboration future de ne plus passer par l'EDS. Ils m'ont dit les prochaines fois, si ça passe par l'EDS, ce sera pas possible, ce sera sans nous. Je te rappelle qu'on est dans un bâtiment où il y a l'EDS. Oui, je sais, mais je le dis. Et donc ma question est la suivante. On peut se réjouir de l'augmentation des financements. Est-ce que vous pensez que c'est uniquement lié à des sous-financements du projet ou est-ce que c'est lié à autre chose? Ou est-ce que c'est lié à une culture particulière des gens qui gèrent ça? Est-ce que c'est lié à des couches réglementaires? Autrement dit, de passer de 3 à 50 millions d'euros, on est content? Ou alors, on passe de 3 à 50 millions d'euros et de toute façon, on n'arrivera pas à mettre l'huile qu'il faut dans la machine? Oui, mais je peux t'en mettre 40 milliards, si tu veux. Si c'est les mêmes personnes qui sont aux commandes et qui me répondent les mêmes choses quand je veux interagir avec eux, ils ont juste plus d'argent dans leur banque, mais j'arrive toujours pas à obtenir, tu vois, les images pour faire le truc. Et à ce moment-là, les gros industriels qui ont eux aussi 50 milliards, ils s'en vont, quoi, parce qu'ils disent, ça fait 4 ans qu'on attend et on n'a toujours rien. Alors, je vais vous répondre un truc un peu général et un peu esquivant, mais quand même, je pense qu'il y a un problème de moyens clair, mais les projets publics-privés sont quand même globalement un peu mal perçus encore par le système public. Moi, je suis dans le conseil scientifique et éthique de l'EDS. C'est vrai que quand on a des projets avec un partenariat privé, c'est toujours soumis à un peu de suspicion. On se dit, mais comment est-ce qu'on va gérer le problème de la propriété intellectuelle? Enfin, le système est encore un peu démuni. Donc je pense que c'est en partie lié à ça aussi. Et les lenteurs sont liées au temps que prend le fait de processer l'interaction avec un partenaire privé et de construire les partenariats. On va y arriver. Non, parce qu'en même temps, on sent que ces projets sont accueillis aussi positivement en disant que ça nous permet de développer des outils, Ça, c'est ce qu'on dit en discours de façade, mais derrière, il y a tout le travail partout. C'est les partenariats qui sont très difficiles à construire. Oui, je vais aller un peu plus loin en fait de votre réflexion. Supposons qu'on a les LDATA Hub ou n'importe quel autre entrepôt de données de santé qui marche. Les données sont collectées. Aujourd'hui, quand même, il y a un vrai problème, surtout des projets industriels, d'avoir accès à la donnée. En fait, ce n'est pas le fait qu'il a donné, il faut le chercher dans 4 sites, même si on arrive à discuter avec 4 sites. Chaque site, en fait, a un discours complètement différent, qui peut aller de l'aberration complète à quelque chose qui est très raisonnable. Et en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est un cadre
qui dit en fait, bah, OK, il y a des sites qui vous disent, mais non, je vous donne de l'or. Donc en fait, l'or n'est pas là, il faut le chercher. Il y a d'autres sites qui disent, non, non, les données m'appartiennent. En fait, aujourd'hui, il y a un vrai problème de culture qui souvent, la donnée appartient au PUPH qui a mené l'étude. Il faut passer. Donc en fait, ce n'est pas juste un problème. Ce n'est pas juste un problème de créer des entrepôts de données de santé. Il faut quand même réfléchir comment on peut fluidifier en fait, l'usage de la donnée pour défendre la recherche et industrielle. Parce qu'à la fin, la donnée, il est là, mais s'il n'est pas exploité, ben, ça ne sert strictement à rien. Parce qu'aux États-Unis, il y a quelqu'un d'autre qui travaille sur le même problème, qui a accès à des données plus facilement. Il a réussi à développer quelque chose, le produit est au marché. C'est super qu'Curie, c'est la meilleure spécialiste du cancer du sang. Une fois qu'il y a un produit de cancer du sang qui est fait par n'importe quel autre établissement, c'est plus là. Donc aujourd'hui, il y a aussi un vrai problème de perception. Comment on monétise la donnée? Et chaque établissement est très différent. Alors, ce que vous dites, ça recoupe deux questions. C'est la question de l'homogénéisation des procédures d'accès. Bon, ça, on a quand même beaucoup travaillé au web dessus. Et puis, il y a le gros chantier du réflexe propriétaire sur les données. Ça, c'est vraiment un énorme chantier. On travaille aussi beaucoup dessus au web. Le problème de ce réflexe propriétaire, c'est que quand même, il est quelque part, on peut le comprendre. Quand les gens passent des soirées et des soirées à construire un registre, qu'ils y passent une partie de leur vie personnelle, ils ont passé 20 ans. Si on prend le cas de Epitor, par exemple, ou des registres comme ça qui sont dus au travail de l'huile de coude de 5 personnes, c'est normal qu'après, ils soient réticents au partage. Une manière de lutter contre ça, c'est de financer ces registres avec de l'argent public. Parce qu'une fois qu'on a mis de l'argent public dedans, les gens, ils ont plus le droit de dire que c'est à eux. Ça appartient à l'État, quoi. Donc, c'est un des meilleurs moyens, à mon avis, de lutter contre le réflexe propriétaire, c'est d'en faire un bien public et qu'après, on puisse imposer des règles de partage. Mais si ça repose sur du travail individuel, nocturne, pendant des années de gens, c'est difficile de leur dire, maintenant, c'est fini, vous partagez tout. Même si... ça rend les choses compliquées et ça crée des réflexes propriétaires qui sont compréhensibles, en tout cas. Mais vraiment, le fait, par exemple... Là, on a travaillé sur les entrepôts. Notre prochain chantier, c'est les registres. Donc je pense que si on crée aussi un peu en parallèle une grande politique de financement national des registres, on va beaucoup pouvoir fluidifier leur partage. Il y a des problèmes de moyens, il y a des problèmes aussi de rigidité. Quand on voit qu'on est incapable de calculer des délais actuellement à la PHP et que l'EDS a refusé pendant 1 an et demi l'accès aux données aux médecins DIM de la PHP. Il a fallu que Nicolas Revel tape du poing sur la table pour dire bah non, on a besoin de calculer des délais de diagnostic avec l'EDS. Donc au sein même de la PHP, entre l'EDS et les médecins DIM, c'était purement et simplement un problème de relation, de rigidité, c'est mon précaré. L'EDS, moi je vais me faire engueuler par Maxime, mais l'EDS, c'est pas parfait, mais ça progresse quand même dans le bon sens. Il y a un truc qui s'appelle Core 360, qui est un truc qui permet d'aller faire directement de l'extraction sur l'EDS. Ça existe, mais j'espère que là, les 7 millions d'euros qui viennent de récupérer grâce justement aux entrepôts de données de sang, enfin voilà, là, l'argent qu'ils viennent de récupérer va permettre d'améliorer les choses. Mais je suis d'accord, l'EDS, c'est pas parfait, mais ça va quand même plutôt dans le bon sens. Ouais, complètement. Mais après, il faut qu'on y aille aussi, quoi. Il y aura jamais suffisamment de data scientists. Mais juste le fait que ça s'intègre dans une politique publique, ça va imposer des règles de fonctionnement homogènes et de partage. Donc on est passé une phase de débrouille avec plein de centres dans le pays, avec quand même une politique plus homogène. Donc ça va sûrement changer les choses dans les 2-3 ans à venir. Bon, en tout cas, merci beaucoup, c'était hyper intéressant.